Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré au preview de la saison 2025. Aujourd'hui, au programme, bon, je suis un petit peu seul, mais c'est pas grave, on est quand même en de bonne compagnie avec vous. On va se consacrer à deux autres programmes de l'ACC en la personne des Cardinals de Louisville et des Yellow Jackets de Georgia Tech. Deux programmes qui sont très clairement dans la course au titre de l'ACC. Alors l'un peut-être plus que l'autre, mais en tout cas, deux programmes Dark Horses dans le cadre de cette conférence et potentiellement donc pour les College Football Playoffs. Voilà. Je vous propose de commencer par les Cardinals de Louisville, un programme qui a très clairement le vent en poupe depuis le retour de Jeff Brown, enfin retour, arrivé en tant que head coach, mais retour au sein du programme puisqu'il a été longtemps, il a été joueur dans ses années universitaires du côté de Louisville. Donc troisième année pour lui à la tête du programme. 19-8 dans ces deux premières années, donc c'est quand même plutôt bon. L'année dernière, Louisville faisait partie des programmes dont on pensait qu'ils pouvaient accrocher potentiellement une place au playoff. Mais ils ont connu une saison un peu décevante. Alors un bilan de 9-4 avec notamment une très belle victoire en bowl de fin d'année contre Washington, mais dans un Sun Bowl qui semblait un peu décevant au regard de leurs aspérités en début de saison. Donc un bilan de 8-4 sur la saison régulière avec deux défaites en début de saison, contre Notre-Dame et SMU qui ont un petit peu coupé court aux ambitions, on va dire, du programme tout au long de l'année. Une défaite contre Miami, loin d'être honteuse, on va dire, mais surtout une défaite contre Stanford, à Stanford. Vraiment pas ce qu'on attend d'un programme de ce calibre-là, avec les aspirations à la victoire qu'ils avaient. Donc une saison quand même relativement décevante, mais quand même des bonnes choses, notamment au poste de running back et de receveur. On y reviendra bien évidemment. Alors pas de gros changements pour Louisville cette saison, à part l'effectif, mais on va y revenir un petit peu après. C'est toujours Jeff Brown à la tête du programme avec Brian Brown et Ron English. Brian Brown en tant que coordinateur offensif et Ron English et Mark Hagan en tant que coordinateur défensif. Donc voilà, de la stabilité à ce programme-là. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et une équipe qui va être quand même assez intéressante à suivre, notamment en attaque, parce que c'est très clairement la force de cet effectif de Louisville, c'est l'attaque. Et on peut dire qu'ils ont frappé fort puisqu'ils ont recruté l'un des quarterbacks les plus convoités sur le portail des transferts en la personne de Myler Moss, ancien quarterback de USC qui a perdu sa place de titulaire en fin de saison dernière. Myler Moss qui avait été quand même un mauvais souvenir pour la bande à Jeff Brown puisqu'il leur avait calé quasiment, je crois, 500 yards dans un bowl il y a 2 ans maintenant. Donc je pense que Jeff Brown a dit c'est un quarterback que je souhaite avoir dans mon programme. Donc c'est quand même plutôt cool. Parce que ils ont mine de rien, ils perdent quand même un quarterback hyper expérimenté à la période de Tyler Shaw qui est parti en NFL, vous le savez, qui a fait une très bonne saison l'année dernière. Et donc il y avait quand même nécessité de trouver un quarterback qui peut rapidement, on va dire, prendre ses marques. Et je pense que ce sera le cas avec Myler Moss qui a quand même beaucoup d'expérience. Donc très bon coup. Et heureusement pour lui, et là c'est la très bonne nouvelle aussi au niveau de l'attaque, c'est que running back numéro 1 et le receveur numéro 1 seront de retour pour la saison prochaine. Donc le running back numéro 1 c'est Isaac Brown, le sophomore, qui sort d'une saison à presque 1200 yards, donc c'était très clairement l'une des grandes forces de l'année dernière, avec un taux assez dingue de 7,1 yards par portée. Donc c'était quand même assez dingo, donc ça c'est quand même plutôt cool. En plus, on rajoute à ça que Duke Watson, le running back numéro 2, est aussi de retour. Donc on a un one-two punch, une expression que j'aime bien utiliser quand même, qui va être très intéressante à suivre et qui pour moi sera très clairement la force numéro 1 des Cardinals la saison prochaine. Au poste de receveur, donc Chris Bell est de retour, 737 yards, 4 TD l'année dernière, donc à voir ce que ça va donner. Mais quelqu'un avec beaucoup d'expérience. À noter aussi le retour de Colin Lacey qui a presque loupé l'intégralité de la saison dernière et qui devrait apporter pas mal d'expérience aussi au poste de receveur. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Une bonne utilisation du portail des transferts, de toute façon on est habitué avec Louisville, hein, ils ont tendance quand même à être bien actifs, donc c'est le cas, donc, et notamment le poste de receveur, ils ont rajouté de la profondeur, mais bon ça c'est le cas, j'ai l'impression de me répéter preview après preview, j'ai l'impression que
un des leitmotifs des programmes du Power Force, c'était voilà, de renforcer la profondeur d'effectifs, notamment sur les postes de skill player, et ça a été le cas avec au poste de receveur. Au niveau de la ligne, par contre, là, il y a un peu plus quand même à reconstruire. Il n'y a que 2 titulaires de l'année dernière qui sont de retour. On rajoute à ça en plus quelques départs sur le portail des transferts. J'avais parlé de Monroe Mills lors de la preview, preview dernière, voilà, qui est parti. Donc là, par contre, autant il y a de la profondeur sur les postes de receveur, autant au niveau du poste de la ligne, ça va être, je pense, le facteur X cette saison. Donc voilà, donc à suivre bien évidemment, puisque vous le savez à quel point avoir une ligne profonde et correcte, c'est quand même un des facteurs les plus importants d'une réussite d'une saison. Voilà, donc ça va être une attaque quand même super sympa à suivre, mais la grosse question, ça sera quand même la défense. Alors la défense, pourquoi? Parce que il y a eu énormément de départs. Alors la bonne nouvelle, c'est que le duo de linebacker TJ Quinn et Stanquan Clark sont de retour. C'était les 2 meilleurs plaqueurs de l'équipe l'année dernière avec 82 et 76 plaquages respectifs. Mais il n'y a que 3 starters en défense qui sont de retour. Le troisième, c'est René Conga, le tackle, voilà, au milieu de la ligne défensive. Mais tout le reste, ce sont des nouveaux arrivants, et notamment en secondary. Et c'est là où je pense que ça va être plus compliqué, on va dire, pour Louisville. C'est qu'il a dû piocher sur le portail de transfert, et notamment après les entraînements de printemps, ce qui n'est jamais quand même très très bon signe pour être tout à fait honnête. Donc je pense que ça va être une défense qui va quand même être potentiellement en difficulté, et donc les Cardinals vont plus compter sur peut-être la capacité à la défense de créer des turnovers pour mettre l'attaque le plus souvent sur le terrain. Mais voilà, j'ai peur quand même que sur des matchs quand même un petit peu serrés, comme ça a été le cas l'année dernière, la défense fasse un petit peu défaut, qu'on soit très clair. Donc voilà, donc moi je suis pas hyper emballé par cette défense, même s'il y a quand même un petit peu de talent. Ça va quand même être, je pense, un peu compliqué, mais il y a un calendrier qui est quand même assez ouvert, même si voilà, il y a quelques gros noms à se mettre sous la dent. Mais je pense pas que la défense soit non plus 3 millions en contribution, et heureusement, parce que ça peut être compliqué, je pense, à gérer, parce que l'attaque, une mauvaise journée de Myler Moss, et ça c'est déjà arrivé du côté de USC, membre à Charles, il le sait très bien, et c'est patatras, tout s'effondre. Donc voilà, donc moi je suis pas... je sais que certains analystes voient les Cardinals très haut. Moi je suis un petit peu plus dubitatif à cause de cette défense, comme vous l'avez entendu. Petite question aussi sur les équipes spéciales. Alors j'en parle peu, mais voilà, il y a eu quand même quelques problèmes de kicker l'année dernière. Donc voilà, donc l'arrivée de Cooper Ranvier, voilà, qui a été plutôt bon au spring practice et au spring game, donc à voir ce que ça va donner. Donc on va suivre tout ça, mais voilà, pareil, changement de kicker, donc toujours à suivre aussi, parce que Louisville l'année dernière a perdu 4 matchs, mais pour un total de 24 points, donc c'est souvent dans le diable se cache dans les détails, comme on dit, et c'est exactement ça. Donc il faut qu'ils arrivent à faire basculer le match dans le bon côté cette année pour avoir, pourquoi pas, la chance de pouvoir jouer une finale de l'ACC qui, si l'attaque se met en place, peut être tout à fait envisageable, et si la défense arrive à trouver des playmakers. Un petite analyse du calendrier de Louisville en 2025. On commence par Eastern Kentucky in FCS en semaine 1, James Madison en semaine 2, Bowling Green en semaine 3. Donc un calendrier quand même out of conference plutôt sympa. Je pèse mes mots en disant ça, parce que là ça va faire du 3-0 bien évidemment, même si James Madison, on sait, a cette capacité d'emmerder entre guillemets les équipes adverses, ça devrait quand même être largement faisable pour Louisville. Et après on commence le calendrier de l'ACC. Déplacement à Pittsburgh, réception de Virginia, à Miami, Boston College, à Virginia Tech, California, Clemson, à SMU, et on termine par bien évidemment le match de rivalité contre Kentucky, un match brillamment remporté l'année dernière, et donc je pense que ça sera effectivement aussi le cas cette année au vu de l'état du programme de Lexington. Alors un calendrier que j'avais dit ouvert, mais il y a quand même 3 épouvantails, parce qu'ils rencontrent, ils vont se déplacer à Miami, ils vont se déplacer à SMU, et il y a Clemson. C'est quand même probablement les 3 meilleurs programmes
l'année prochaine en ACC. Donc ça va quand même être 3 matchs qui va être compliqué de remporter tous les 3. Et s'ils veulent jouer la finale de l'ACC, il va falloir probablement remporter 2 sur les 3. Alors, le match à domicile contre Clemson, j'ai envie de dire malheureusement, parce qu'un match à domicile de Miami ou SMU, ça aurait été peut-être plus abordable. Là, c'est tout à fait possible qu'ils fassent 0-3. Ils vont rencontrer des quarterbacks expérimentés tout au long de la saison quand même. Et cette défense, elle me pose question, notamment cette secondaire. Donc, pour moi, l'attaque ne sera pas capable de... Bah, quand tu dépends de ton attaque à tel point que la défense devient une variable d'ajustement, j'ai envie de dire, si ton attaque n'est pas au niveau espéré, et ben derrière c'est un petit peu plus compliqué. J'ai connu ça avec Oklahoma State des années, donc voilà, donc je le dis. Parce que voilà, l'attaque, déjà l'année dernière, c'était quand même la 9e meilleure attaque du pays en termes de score. Là, ça devrait être le cas encore une fois, parce qu'il y a du talent un petit peu partout, même s'il y a cette ligne offensive à reconstruire. Mais moi, je ne me fais pas trop de soucis pour cette attaque-là, même si voilà, Myler Moss, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Je vais donner un bilan, je vais être assez simple, je vais dire 9-3. Avec des défaites, en fait, défaites contre SMU, défaites contre Clemson et défaites contre Miami. Je pense que c'est le choix, la raison, entre guillemets. Le reste, c'est tout à fait abordable et je pense qu'ils ont les armes pour jouer les premiers rôles. Alors, ça sera peut-être un peu short pour le College Football Players, mais ça reste quand même une équipe qui a énormément de talent. Donc, je pense que ça peut être une équipe qui va jouer le poil à gratter. Et pourquoi pas emmerder une de ces 3 équipes favorites de l'ACC, Clemson, Miami et SMU, pour leur piquer une victoire et pour se faufiler parmi les 2 qui joueront la finale de la conférence. Donc voilà, donc une équipe qui va être sympa à suivre. ACC est quand même rempli d'attaques qui va être plutôt cool. Et bon, là, ça en fait partie. On va passer du côté de Georgia Tech, les Yellow Jackets d'Atlanta. Et oui, puisqu'ils sont localisés directement à Atlanta. Alors Georgia Tech, on en a beaucoup parlé l'année dernière parce qu'il y a eu ce match rocambolesque, vous vous souvenez, contre Georgia, malheureusement perdu pour eux après 8 prolongations. Un des matchs de l'année à n'en pas douter. Et que là, pareil, il y a pas mal de bons signes de retour, notamment en attaque. Parce que de la même façon... il y a le retour, en plus d'avoir le retour du running back numéro 1 et du receveur numéro 1, il y a aussi le retour du quarterback, et ça c'est quand même plutôt cool. Alors, Ensking, pour ne pas le nommer, donc ce quarterback, fait partie très clairement des... Alors j'aime pas le terme sur côté sous côté, mais on en a finalement peu parlé, et il sort d'une saison quand même vraiment très bonne, avec un ratio touchdown turnover de 7, qui était le meilleur du pays l'année dernière, ni plus ni moins. Alors il a été pas mal blessé, et donc il a plus compté sur ses jambes que sur sa passe l'année dernière sur sa fin de saison. Mais il va être de retour. Il va être de retour normalement en pleine forme. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc je pense qu'on est face à une équipe qui va être sympa à voir évoluer. Alors, paradoxalement, malgré un dual threat quarterback hyper costaud, ça s'est pas forcément vu au niveau du scoring. C'était une attaque, on va dire, moyenne en termes de stats. Mais je pense que cette année, ils peuvent vraiment passer un cap. Et le retour d'Heinz-King, que vous connaissez sa carrière, qui avait commencé à Texas A&M, il avait transféré après, montre quand même que ça pourrait le faire. Au poste de running back, Jamal Haynes est de retour. Donc il a fait une saison un peu en dessous des milliards l'année dernière à cause notamment des blessures tout simplement. Mais voilà, c'est quand même un joueur plein d'expérience et voilà, c'est un senior déjà et qui devrait amener une vraie menace au sol. Et donc ça, c'est pas perdu pour une équipe de Georgia Tech qui a besoin de proposer un jeu au sol cohérent. Alors pas parce que c'était dans une ancienne, on va dire, triple option, non, c'est pas pour ça, c'est simplement que comme Ensking aussi a cette capacité de courir, multiplier on va dire les options, c'est quand même pas perdu pour que les défenses soient un petit peu perdues. C'est le cas de le dire. Retour aussi du running back numéro 2, Chad Alexander, qui a été un apport plus négligeable, mais voilà, ça montre qu'il y a quand même de la continuité au poste de running back, et ça, c'est toujours pas perdu. Alors, du côté des receveurs, alors il y a
le retour pardon, de Malik Rutherford, donc il devrait être probablement le receveur principal l'année prochaine. Mais il y a surtout une arrivée sur le portail des transferts de deux anciens joueurs de Florida International, pardon, Eric Rivers et Dean Patterson, qui ont ni plus ni moins à eux deux 112 réceptions pour quasiment 2 milliards. Donc, ouais, donc beaucoup d'expérience, un duo qui se connaît en plus, donc des armes qui devraient être capables de donner très clairement des cibles directement à King. Donc ça c'est pareil, vraiment pas perdu, et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. En tout cas moi j'aime bien ce que Brenke est en train de faire du côté des Yellow Jackets. Franchement c'est un programme dont on parle peu, mais qui historiquement a quand même plus ou moins performé. Ils sont dans un terreau de recrutement hyper fertile, hein, c'est Atlanta, et avec le nombre de recrues là-bas, c'est quand même plutôt cool. Voilà. Après, il y a la question quand même de la ligne offensive. Seulement deux titulaires de retour, les deux gardes de titulaires. Mais bon recrutement sur la ligne, sur le portail des transferts. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis voilà, c'est terminé hein, le temps où il y avait des vrais problèmes sur la ligne offensive à cause du recrutement lié à la triple option. C'est derrière eux maintenant. Mais voilà, il y a quand même cet aspect à reconstruire. Mais au niveau des playmakers, ça devrait être plutôt intéressant. Au niveau de la défense, par contre, là, il y a vraiment la ligne défensive qui est totalement à reconstruire aussi. Il y a un seul titulaire de retour, c'est Jordan Van Berg. Mais il y a un joueur qu'on devrait quand même suivre, c'est Brandon Manley qui arrive de Mercer, donc une équipe FCS, mais qui a été le joueur défensif de l'année en SoCon, donc sa conférence. Et il devrait quand même être hyper intéressant. Et il faudra apporter des sacs parce que c'était quand même ce qui manquait un petit peu à Georgia Tech les années précédentes. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc là pareil, recrutement notamment sur le portail des transferts. Alors pas de nom forcément en dehors de Brandon Manley, pas de nom forcément clinquant, mais des joueurs qui arrivent de programmes établis, UCF, Ole Miss. Un nouveau coordinateur défensif, j'ai oublié de le mentionner, excusez-moi, c'est Blake Gideon qui était l'ancien safety coach à Texas, donc il va avoir forcément il va mettre l'accent sur la secondary par rapport à son coaching. De retour de vétérans au poste de cornerback et de safety, en personne de Amari Harvey et de Clayton Powell-Lee, excusez-moi. Donc de l'expérience au niveau de la secondary, mais voilà, du recrutement aussi pareil sur le portail des transferts pour compléter tout ça. Donc on va voir ce que ça va donner, mais voilà, il y a un axe de progression là-dessus, c'est la capacité de créer des turnovers et des sacs pour cette défense qui faisait partie, on va dire, du milieu de paquet. Mais s'ils veulent passer un cap, et je pense qu'ils ont les moyens de le faire, il faudra effectivement créer du turnover. Et j'ai oublié de mentionner Kyle Elford, qui est probablement le joueur le plus connu de cette défense au poste de linebacker. C'était le meilleur plaqueur l'année dernière avec 64 tacles, beaucoup, on va dire, un linebacker comme on aime, avec énormément de plaquage et d'énergie sur le terrain. Et voilà, de la même façon, Georgia Tech est allé piocher, j'ai envie de dire, du côté du portail de transfert, et notamment d'Oregon State avec Melvin Jordan de Forth, pour compléter cette escouade de linebacker qui devrait être quand même assez intéressante, mais qui manque peut-être un peu d'expérience derrière ces deux joueurs que je viens de vous nommer. Alors, les Yellow Jackets, on va faire un petit focus sur le calendrier. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de vous mentionner, l'année dernière, donc c'était une saison en 7-6 avec notamment une défaite en bowl contre Vanderbilt. Donc cette année, un calendrier qui est quand même très ouvert. L'année dernière, ils avaient Notre-Dame, ils avaient Miami, ils avaient Louisville, ils avaient Florida State. On se souvient, c'est bien évidemment cette victoire en week 0 en Irlande, donc personne n'attendait entre guillemets après la saison 2023. Ils avaient choqué le World, comme on dit, d'entrée de jeu l'année dernière. Après, ils étaient un petit peu plus rentrés dans le dur, mais ça a été quand même une bonne année. Et voilà, le fait d'un début de saison assez extraordinaire avec cette victoire contre Florida State et une fin de saison assez extraordinaire avec cette défaite en 8 prolongations contre Georgia. Donc un calendrier 2025 beaucoup plus calme, on va dire ça comme ça. Alors, il y a Clemson, mais en dehors de Clemson, il n'y a pas d'énormes noms en ACC, donc si ça tourne bien, pourquoi pas. Alors ça va commencer par un déplacement à Colorado. Alors Colorado, c'est aussi une des, on va dire,
point d'interrogation de la saison. On fera le point ensemble, bien évidemment. Mais ça va être un match under de radar, comme on dit qui vont être cool à suivre parce que ça pourra marquer le début de quelque chose positif ou négatif pour les deux programmes. Alors je dois avouer que je n'ai pas le spread sous les yeux, mais ça ne m'étonnerait pas que Georgia Tech soit favori sur ce match-là, même si c'est à Colorado. Gardner-Webb, une équipe FCS en semaine 2, Clemson en semaine 3 à domicile. Ça va être sympa pour commencer l'ACC et je pense que ça sera un match hyper important pour lancer, pour savoir ce qu'on en est vraiment des forces de Georgia Tech sur cette saison. Temple, un déplacement à Wake Forest, Virginia Tech à domicile, déplacement à Duke, Syracuse à domicile, 2 déplacements consécutifs à NC State et Boston College, Pittsburgh à domicile, et un match sur terrain neutre contre Georgia pour le match de rivalité. Les matchs de rivalité sur terrain neutre, on est bien d'accord, c'est nul à chier. Bref, mais bon, l'argent est roi, comme vous le savez, bon, c'est un petit peu dommage. Surtout que j'aime bien en plus le terrain de Georgia Tech, donc je trouve ça un petit peu con. Alors, ce calendrier il est quand même hyper ouvert pour les Yellow Jackets. Alors, créer la surprise contre Georgia, l'année dernière c'est pas passé loin, mais 2 années de suite, je sais pas, je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'avec Clemson à domicile, ça va être un petit peu compliqué aussi, mais tout le reste, c'est quand même très ouvert. Déplacement à Duke. Duke va faire partie des vraiment bonnes équipes, je pense, l'année prochaine. Ça va être dur. Je vais donner une saison 8-4, ce qui est déjà très bien. Je vois une défaite contre Clemson, une défaite à Duke, une défaite contre Georgia, une dernière peut-être à Boston College. Voilà, je pense qu'il va être une équipe assez intéressante. Je suis avec Steven Jelly en poste de quarterback. Donc voilà, donc je vais dire une saison en 8-4, ce qui est déjà plutôt bien, et une amélioration par rapport à la saison dernière. Mais je pense que le fait que Georgia Tech a un calendrier hyper ouvert laisse quand même, je pense, pas mal d'espoir aux fans des Yellow Jackets. Et si ça tourne bien, on ne sait jamais, ce calendrier. Honnêtement, si l'attaque est au niveau auquel on l'attend, à part Clemson, il n'y a pas. Alors, je parle en match de ici, je mets Georgia de côté, mais il n'y a pas de match infaisable à mes yeux. Et donc, c'est tout à fait possible que Georgia Tech finisse avec un bilan de 7-1 en conférence. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, je regrette toujours le fait qu'il ne joue que 8 matchs de conférence, qui empêche. Qui permet de programmer un match contre Georgia, c'est cool, mais le reste, Gardner-Webb et Temple, c'est quand même pas top. Alors heureusement, il y a Colorado, donc ça fait 10 équipes du Power 4 qui rencontrent cette année, donc c'est quand même plutôt cool. Mais voilà, j'ai un peu du mal avec seulement 8 matchs en ACC. Je trouve que ça fait pas tourner assez les équipes qui rencontrent, et on a parfois l'impression qu'ils ne font pas partie de la même conférence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit certaines équipes qui programment des matchs contre une autre équipe de l'ACC hors conférence. Je trouve ça un petit peu con, ça montre quand même qu'il y a un problème dans ces 8 matchs de conf, surtout que les conférences sont de plus en plus grosses et que ça... bref, j'arrête mon moment en râleur, je râlerai assez pendant la saison. Voilà pour ces deux équipes qui devraient quand même faire parler d'elles, notamment grâce à leur attaque et leur quarterback hyper excitant à voir. Je pense que Georgia Tech peut vraiment faire partie de ces équipes qui vont surprendre en bien, et au contrario, je pense que Louisville peut faire partie de ces équipes qui surprennent en mal. Alors, j'aime beaucoup Jeb Brown et j'aime beaucoup le boulot qu'il fait, mais voilà, c'est parmi les équipes dont la défense est il y a tellement de points d'interrogation que c'est possible que ça craque très clairement. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté pour cet nouvel épisode preview de l'ACC. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode preview. Ciao tout le monde, bisous.